Bonjour Nicolas, donc je suis ravi de te retrouver sur cette chaîne infusée de la présence. Et justement, c'est une première sur cette chaîne, mais ça sera une série de différentes interviews. Et justement, j'aimerais avoir le point de vue de certains acteurs du prendre soin de soi autour de la santé, de l'attention à soi autour de la santé, de la thérapie. Et j'aurais voulu avoir ton point de vue et tu as accepté, mon invitation, j'en suis ravi. Et justement, on va, dans cette interview, prendre un temps heu, où on va te où tu pourras te présenter et on explorera un petit peu les techniques que tu proposes, peut-être, une approche en particulier, au niveau thérapeutique. Et ensuite, on expérimentera ensemble un outil que tu nous proposeras et on pourra verbaliser autour de ça. Mmh. On se lance là-dedans? Allez, on se lance là-dedans. Merci de ton accueil et merci de ton invitation, Duncan. Je voudrais commencer par dire que je me sens honoré de ça. Un peu impressionné aussi, mais en tout cas honoré de ça et de tout ce qu'on a pu partager par ailleurs dans toutes les méditations qu'on a pu guider récemment pour les personnes qui en avaient besoin. Donc, merci de ton invitation. Voilà. Oui, Nicolas a qui a impulsé un projet, qui s'appelle Communion, me semble-t-il. C'est ça? Mhm. Et un projet où on a différents intervenants qui viennent pouvoir proposer des méditations pendant le temps du confinement pour accompagner certaines personnes pendant ce temps-là. Et après le temps du déconfinement aussi, qui est encore un petit peu cette empreinte de communion. Et tu m'as fait l'honneur de m'inviter là, dans ce projet d'ailleurs. Alors, on va se lancer. Pourrais-tu te présenter brièvement? Alors, bah, écoute, je vais essayer de le faire en quelques mots. Et je m'appelle donc Nicolas. Initialement, je suis kinésithérapeute et j'ai exercé ce métier pendant un peu moins d'une vingtaine d'années en fait. Et puis très rapidement, à la sortie de mes études de kinésithérapie, il y a eu une initiation à la sophrologie. Et en fait, ça m'a tout de suite ouvert un champ où pour moi, le prendre en charge l'humain ne pouvait pas se résumer au corps. Et la façon dont j'ai enseigné la kinésithérapie, enfin quand j'ai appris la kinésithérapie, euh, pour moi, il y avait un aspect trop analytique où une personne se résumait à un genou, à une cheville, et il y a tout de suite eu quelque chose comme une conscience d'une prise en charge plus globale de l'être humain dans toutes ses dimensions, incluant l'hygiène de vie, l'alimentation, le rythme de vie, et puis incluant peu à peu la sphère des émotions et la sphère d'une certaine conscience, en fait. Et du coup, ça m'a amené à, à me former à différentes approches sur ce parcours. Je suis formé à plusieurs approches différentes qui m'ont permis de développer des qualités de thérapeute. Et puis, j'ai rencontré la communication non violente donc en 2008, qui pour moi vraiment est un outil, enfin qui n'est pas un outil d'ailleurs, qui est un art de vivre, on pourrait dire presque, qui m'a profondément soutenu personnellement, et puis dans mes relations, et puis maintenant avec lesquelles j'accompagne, j'ai la chance d'accompagner plusieurs personnes. Et puis donc je me suis formé également au coaching. Et en fait, ce double mouvement pour moi à la fois de la thérapie, de la guérison de la souffrance, de l'activation de la force de résilience, et en même temps du coaching, c'est-à-dire de tout l'aspect déploiement des talents, des compétences, du projet de vie, du projet professionnel. De mon point de vue, c'est vraiment deux facettes en fait du même processus de croissance et de déploiement de l'être humain. En fait. Voilà. Et donc, selon les besoins de la personne, on peut aller chercher dans telle ou telle boîte à outils. C'est ce que j'aime bien proposer aux personnes selon leurs besoins et selon je dirais ouais, ce qui va correspondre et contribuer le mieux pour leur bien-être en fait. J'aime bien me considérer, on va dire, comme quelqu'un qui est au service de la guérison et du déploiement des personnes accompagnées, plutôt dans une position de facilitateur, avec l'idée qu'en fait, il y a bien des choses qui nous échappent, tant sur les causes que sur les processus de guérison à l'œuvre. Alors si on peut être juste des petits agents de transmission ou des catalyseurs ou des facilitateurs, voilà, je me sens assez à l'aise dans cette position-là. En fait. Voilà. Merci beaucoup, ça me parle particulièrement, de mon côté, moi aussi, tous ces mots, tout ce parcours particulier. J'ai entendu que c'était un parcours qui était dans un premier temps dans le soin un peu classique, hein, autour de
la kinésithérapie, j'ai entendu quelque chose de trop analytique et moins Mmh. de prise en compte globale, de projet de vie autour pour le patient. Et j'ai entendu également, tu as parlé de communication non violente. Tout à fait. Hem, Comment tu pourrais nous définir brièvement, de façon assez claire, qu'est-ce que c'est, tu as parlé d'art de vivre également sur cette, communication non violente. Alors, c'est un processus qui a été, mis au point par Marshall Rosenberg dans les années 60-70, qui s'est répandu maintenant dans une soixantaine, 60-65 pays dans le monde. Et que Marshall Rosenberg était un élève de Carl Rogers, donc qui a initié le courant de la thérapie humaniste, de la psychothérapie humaniste, plaçant l'accent non plus sur l'homme en tant que problème, mais l'homme en tant que ressource, on peut le dire comme ça. Et Carl Rogers, il a eu 3 élèves. Il a eu Eugene Gendling qui a créé le focusing, Gordon qui a créé tout un mouvement sur l'éducation positive, et Marshall Rosenberg qui a créé ce processus de la communication non violente. Alors par étapes. Et pour Marshall, la communication non violente, ça a d'abord pour but, avant d'aboutir à un résultat, d'aboutir à une qualité de relation, une qualité de connexion entre les personnes. Que cette qualité de connexion soit avec les personnes à l'extérieur ou, à mon sens, avant tout avec nous-mêmes. En fait. Et une qualité de relation qui soit basée sur l'empathie et sur la prise en compte des besoins mutuels de chacun. Voilà. Avec une vision que les êtres, quand ils en ont les moyens, la possibilité et la conscience, eh ben, naturellement, ils sont portés vers la compassion. Naturellement, ils sont portés vers le fait de contribuer au bien-être des autres. Et que c'est dans cette contribution et dans cette vision de l'interdépendance, en fait, et du partage équitable des ressources, qui était un aspect assez important pour Marshall. Dans cette vision-là, ben voilà, l'homme est un être doué de compassion, partant du constat très simple qu'on partage tous les mêmes besoins. 7 milliards, 8 milliards, je ne sais plus, d'êtres humains, et au fond, nous partageons tous 30, 40, 50, 60, je ne sais combien, de besoins essentiels, tous ce besoin de respect, tous ce besoin de lien, qu'on a pu vraiment sentir pendant le confinement. Donc voilà, c'est vraiment on s'assoit sur cette vision, et alors après, en fait, il a pu réaliser comme une modélisation de ce qu'il appelle l'empathie. On pourrait donner une définition très simple, c'est vraiment prendre en compte les besoins de l'autre, et aussi mesurer, tant dans l'intensité que dans la qualité, ce que vit l'autre. Tout cela partant bien sûr d'un élan naturel de compassion, à prendre soin de la souffrance de l'autre, à prendre soin de l'autre. Donc voilà, je dirais en quelques mots. Et puis après, ce processus, il a pu donc il nous aide à nous relier à nous-mêmes, à ce qui est vivant en nous-mêmes, plutôt qu'à nos pensées, nos schémas stéréotypés, nos étiquettes, nos jugements, nos critiques. Toute une sphère qui appartient au mental, pour vraiment revenir nous réapproprier de manière organique ce qui est vivant chez nous. Donc on trouve là beaucoup de parallèles avec ce que propose la pleine conscience, dans un langage certes différent, un petit peu différent, et néanmoins, au fond, il y a beaucoup de passerelles et beaucoup de points communs à mon sens entre ces deux approches. Alors après, on peut détailler un petit peu parce qu'il a détaillé ce processus en plusieurs étapes. Est-ce que ça te va que je définisse un petit peu ces étapes? Ouais. Donc la première de ces étapes, au fond, c'est l'intention. L'intention d'entrer dans une qualité de relation avec l'autre, entrer dans une qualité de relation avec soi-même, de plutôt placer l'attention sur, évidemment, voilà, sur la relation plutôt que sur le résultat, en ayant la conscience et la confiance, en plaçant notre qualité d'attention à partir d'un lieu d'authenticité du cœur, en fait. Et ben, en fait, on aboutira d'autant plus facilement à des résultats communs, dans la coopération, et pour la plus grande joie de l'ensemble, au fond. Donc ça serait la première chose, c'est se relier à cette intention. Alors Marshall l'a défini avec ses mots, après on peut peut-être chacun mettre les nôtres pour se l'approprier, je dirais avoir un goût qui soit plus intime peut-être. Et puis, il y a cette notion de l'attention, quelque chose qui se manifeste dans l'instant présent aussi, ici et maintenant.
Cette intention se manifeste ici maintenant. C'est à la fois une perspective de vie, une direction qu'on peut prendre, et qui va se réactualiser à chaque fois dans l'instant, notamment quand on est en relation. Et nous sommes des êtres de relation, donc nous sommes tout le temps en relation, en fait, au fond. Nous sommes en relation avec nous-mêmes à chaque instant, nous sommes en relation avec nos conditionnements à chaque instant, nous sommes en relation avec le règne animal, le règne végétal, le règne minéral, le règne humain, à chaque instant. Donc on peut vraiment, cet art de la relation, vraiment l'écouter à chaque instant. Et puis à partir de là, c'est faire des différences. Alors il a posé plusieurs différenciations clés entre ce que j'observe de la réalité, du factuel de la réalité avec mes cinq sens. La vue, le goût, l'odorat, l'ouïe, le toucher. Et puis ce que je me dis à propos de ce que je vis, en fait, le fait des observations. Première distinction très importante, en fait, à faire entre ces deux niveaux de réalité, on pourrait dire une réalité objective, puis une réalité faite de pensée, faite euh, d'interprétation sur cette réalité, qui peut avoir beaucoup de conséquences. Alors, il ne s'agit pas comme dans la pleine conscience, en fait, il ne s'agit pas d'interpréter, il ne s'agit pas de se critiquer de ce phénomène, mais simplement d'observer qu'il est là, que quand on agit à partir de nos interprétations, de nos a priori, ben, certainement ça a parfois des conséquences. Deuxième étape, ça va être plutôt que de se relier à ces pensées, en pleine conscience, on va appeler ça le pilote automatique, comme tu le sais. Ben, ça va être plutôt de se relier à son cœur, à travers le corps. Donc à travers vraiment la sensation du corps, la sensation corporelle. Et là encore, de faire la différence entre ce qui va vraiment relever d'un sentiment qui va qui va nous appeler à travers le corps, à travers les sensations, avec ce que lui appelle une interprétation, une évaluation masquée, qui est un sentiment mêlé de pensée, et qui va pas nous mettre en lien avec notre pouvoir. C'est-à-dire, si je dis un exemple, si je me sens rejeté, en fait, je me sens rejeté par l'autre. Ce qui veut dire que j'ai pas la possibilité de sentir exactement comment je me sens. Parce que si je me dis, au fond, que je suis rejeté par l'autre, ou abandonné, ou trahi, ou je ne sais quoi encore, en fait, ça va pas me permettre de me mettre en lien avec la qualité de mon vécu réel, qui est qu'au fond, peut-être que je me sens triste, peut-être qu'au fond, je me sens désespéré, puis peut-être au fond, je me sens choqué, peut-être que je me sens heurté. Et ça, c'est une façon de reprendre, en fait, euh, la responsabilité de son vie, en fait. Donc, cette deuxième notion importante entre ce qui est vraiment un sentiment, et ce qui est un sentiment mêlé de jugement, d'évaluation, qui passerait, qui aurait le goût un petit peu du sentiment, mais qui ne nous permet pas d'être en lien complètement avec nous-mêmes. Et puis, cette conscience que nos sentiments, troisième étape, étape suivante, que ces sentiments, en fait, vont être le témoin de nos besoins. Sentiments agréables, vont venir signaler que nos besoins sont satisfaits. Sentiments désagréables, nos besoins sont moins satisfaits, voire pas satisfaits, voire pas satisfaits du tout. Et du coup, par le contact avec le sentiment, donc pas de manière intellectuelle, ça va nous permettre de nous relier à notre besoin, qui est défini par Marshall comme un élan de vie, en fait, une force motrice. La manifestation de l'énergie de vie en nous dans l'instant. Alors, bien sûr, les besoins ne se résument absolument pas aux besoins de survie, de trouver un toit, de se reproduire. Les besoins comportent évidemment toute la palette des besoins humains, que ce soit des besoins de lien, des besoins affectifs, des besoins de réalisation personnelle, des besoins de célébration, de nos joies, de nos peines, de nos deuils, et ainsi de suite, besoin de spiritualité, de sens. Et pouvoir nous relier à ces besoins, c'est vraiment retrouver du sens, et aussi une direction, et aussi une possibilité du coup tout en étant en lien avec cette énergie, cette qualité d'énergie, de pouvoir poser des demandes, qui est la prochaine étape. Et on va différencier ces besoins des stratégies. Les stratégies sont des façons de faire qui vont venir nourrir un besoin. Je prends souvent des exemples, les enfants n'ont pas forcément besoin du dernier iPhone 11, pas un besoin, c'est une stratégie qui va venir nourrir un certain nombre de besoins, comme peut-être le fait d'être en appartenance, d'avoir de l'estime de soi, de pouvoir être en lien, d'avoir de la légèreté avec les uns et avec les autres.
Et le fait de pouvoir nous relier à ces besoins va nous permettre de diversifier nos stratégies. Et du coup, d'ouvrir vraiment un espace de choix beaucoup plus grand. Et puis d'opérer un certain déconditionnement. En fait. Dernière étape, quand j'ai la conscience de mes besoins, ce qui n'est pas toujours aisé, ce qui peut demander du temps. C'est vraiment une partie de la connaissance de soi, en fait. Et bien à ce moment-là, je vais pouvoir poser des demandes pour passer à l'action, des demandes que je vais pouvoir me poser à moi-même, des demandes que je vais pouvoir poser à l'autre, aux autres ou à la vie, comme une demande un petit peu ouverte, par exemple. Et on va différencier ça des exigences. On peut souvent être en exigence. Depuis toujours, enfin tous connaître ça, que ce soit avec nous-mêmes ou avec l'autre, pour rester dans une demande qui soit ouverte, disponible, ouverte au dialogue, à la fois réaliste, précise, concrète, positive. On va demander ce qu'on veut plutôt que ce qu'on veut pas. Et dans quelque chose qui soit voilà, ouvert à l'acceptation ou non de l'autre. Donc ouverte au dialogue en fait. L'idée c'est vraiment comme une perche d'ouverture au dialogue qu'on pourrait partager. Donc à la fois c'est un processus qui va nous permettre plusieurs choses parce que ça va nous permettre, je dirais, une meilleure régulation émotionnelle, ce qu'on appelle l'auto-empathie, d'accueillir vraiment ce qui se passe à l'intérieur de nous, en temps réel, en direct ou en différé. Ça va nous permettre aussi de nous ouvrir à ce qui se passe chez l'autre, en deçà de nos a priori, de nos étiquettes, et donc à ce moment-là vraiment de pouvoir entrer en empathie avec les sentiments et les besoins de l'autre, y compris si on n'est pas d'accord avec ce que cette personne fait, dit, à travers ses actes ou ses paroles. Et puis de nous exprimer aussi d'une certaine manière, avec une certaine authenticité, qui ne va pas être basée, ou le moins possible, sur nos jugements, nos critiques, nos reproches, mais plus sur les faits, les observations. Qu'est-ce que j'observe? Qu'est-ce que ça me fait, moi, en fait, quand je dis ça? C'est quoi le besoin qui est satisfait ou pas? Et du coup, de pouvoir le poser à l'autre, dans un dialogue qui soit respectueux de chacun. Et puis j'aimerais ajouter peut-être une dernière chose par rapport à ça, c'est qu'au fond, essentiellement, c'est quelque chose qui a à voir avec un processus. C'est pas une technique en fait, puisque c'est vraiment le processus du vivant en nous qui nous fait passer par nos différents centres, les relier, le centre mental, avec le fait de développer de la lucidité, le centre du cœur, avec le fait de pouvoir développer de la compassion, le centre instinctif, nous relier à nos besoins et puis agir à partir de là, comme un alignement qu'on pourrait faire à partir de ça. Et au fond, ça apparaît vraiment comme un processus de déconditionnement par rapport à nos schémas, à nos routines, à nos patterns habituels, pour nous offrir vraiment, dans une relation de bienveillance, de douceur avec soi-même et le plus possible avec l'autre, d'autres choix que ces choix un peu conditionnés, un peu habituels, auxquels on a pu être soumis. En fait. C'est par les divers conditionnements qu'on a pu rencontrer dans notre parcours éducatif, sociétal. Donc voilà, est-ce que ça répond déjà un petit peu en quelques mots à la question? Oui, c'est très, très intéressant, ça me parle beaucoup, j'entends beaucoup de liens avec, les approches attentionnelles autour, de la méditation de pleine conscience, par exemple. Beaucoup de liens aussi peut-être intéressants sur les approches familiales et systémiques, qu'on peut avoir, sur, voilà, certaines problématiques, au sein d'une famille qui peuvent être, engagées autour d'un processus de communication non violente. Et j'entends aussi, pas mal de liens autour de l'affirmation de soi, Oui. du coup, je sens que c'est quelque chose d'assez intégratif de ce que j'ai compris là, dans ton explication. Hem et du coup, ce qui m'intéresserait, c'est j'ai bien compris, je vois que c'est tout un processus assez complet qui permet beaucoup de choses, mais qu'est-ce que tu as pu noter, qu'est-ce que ça permet, spécifiquement pour certains patients qui peuvent souffrir de telle pathologie ou de tels signes, par exemple, psychologiques ou d'une mauvaise estime de soi peut-être? Qu'est-ce que ça peut permettre, hem, heu, alors tu as très bien expliqué, dans le détail, certaines choses, mais qu'est-ce que ça peut permettre, par exemple? Alors c'est une très bonne question, je te remercie de la poser dans le calme. Pas évident d'y répondre, au fond, parce que là, on est dans une généralisation, mais en tout cas, il y a quand même certaines spécificités qui est fait que cet accompagnement est vraiment basé sur un processus de la compassion, en fait, et de l'empathie, de la compassion en action et de l'empathie. Alors, elle n'en a pas l'apanage, hein, comme tu le dis, il y en a bien d'autres, hein, maintenant, euh, qui notent l'importance de cette approche.
Donc il y a quelque chose d'une reconnexion, pour moi, ça permet vraiment une reconnexion de la personne. Ça permet une reconnexion pour la personne à travers un lien d'accompagnement qui possède certaines qualités, comme effectivement l'empathie, l'authenticité, la congruence de la personne, forme d'intégrité aussi peut-être par rapport à ce processus, qui va permettre à la personne de se reconnecter à ses ressources intérieures, à ses qualités. Qui va lui permettre peut-être aussi une meilleure connaissance d'elle-même. Bien souvent, on se connaît à travers les idées qu'on a sur nous-mêmes, qui nous viennent souvent de l'extérieur. Donc, il va y avoir un effet de reconnexion à nos aspirations profondes. Alors, ces aspirations profondes, elles peuvent être de divers ordres, et puis de trouver des moyens, des ressources pour vivre, pour, comme le propose Marshall, se rendre la vie plus belle au quotidien, en fait. Alors, par rapport à l'accompagnement d'une pathologie, qu'elle soit physique ou psychologique, on peut se rappeler cette image des deux flèches. Il y a la douleur qu'on ressent, puis il y a la souffrance qui est liée de toute la façon dont je vais vivre cette douleur. Donc là, on s'inscrit vraiment, si tu parlais des pathologies chroniques, par exemple, vraiment dans le soutien à quelque chose qui est de l'ordre de la médecine, qui va vraiment agir sur la douleur, et c'est très important, et c'est essentiel. Et la pleine conscience aussi, par exemple, elle va vraiment pouvoir avoir un impact sur la façon dont on vit en fait, la chose, la relation en fait, qu'on a avec cette douleur chronique. Et c'est vraiment à cet endroit-là qu'on a quelque chose à jouer. En fait. À la fois en accueillant toute la souffrance que ça peut nous causer, peut-être certains deuils, certaines difficultés, des choses qui ne sont peut-être plus possibles, s'il y a des incapacités avérées, s'il y a des invalidités, si on prend le cas d'une douleur chronique qui pourrait aller assez loin, et aussi de ne pas se résumer à ça, en fait. Et la communication non violente pointe aussi vers cet espace qu'on pourrait appeler l'espace girafe. Marshall a modélisé l'empathie par quelque chose qui symbolise par la girafe. C'est l'animal qui a le plus gros cœur humain. Il vit sur deux pattes, il a un grand cou, il a une très grande perspective, il a des sabots, il peut se défendre en même temps. Donc il a toutes ces qualités-là. Et puis cette espèce de mode un peu conditionné automatique, il a pu nommer lui-même le chacal. Et donc de nourrir l'un ou l'autre de ces espaces, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien à être dans l'un ou dans l'autre, on a tous ces deux espaces à l'intérieur de nous, mais ça va plutôt de porter notre attention et notre intention de nourrir cet espace, y compris au cœur de la souffrance, de manière déjà à ce qu'on puisse lui offrir un espace d'accueil, comme elle s'appelle, contribuer aussi à nous peut-être à nous sortir un petit peu de toutes ces pensées qui pourraient alimenter ces souffrances, sur la projection de cette souffrance, sur les ruminations liées à cette souffrance, de manière à réintégrer l'espace de l'empathie personnelle, et puis quand même de pouvoir prendre soin de nous par des petits pas. On parle souvent en communication non violente, enfin dans l'accompagnement par la communication non violente, du plus petit pas possible, le PPPP, donc c'est pas spécifique non plus à la CNV, mais en tout cas nous, on en parle beaucoup, pour que chaque jour vraiment prendre soin de nos besoins en fait, trouver des moyens, se réapproprier ça en fait, y compris quand on a peu de moyens. Et l'expérience en tant qu'accompagnant, c'est que bien souvent en fait, on a toujours un plus petit pas possible à faire pour aller dans le sens de la prise en compte de nous-mêmes, pour aller dans le sens du soin de nous-mêmes, pour aller dans le sens de la compassion envers nous-mêmes, pour aller dans le sens de l'amour de nous-mêmes. Et cultiver cette vision aussi qu'en faisant ça, c'est aussi certainement une façon d'ouvrir notre cœur à la souffrance de l'autre aussi, et aussi à l'élan de contribuer au bien-être de l'autre. Pour ne pas rester simplement enfermé dans quelque chose qui serait déjà d'une douleur, mais au contraire que cette douleur puisse aussi être un facteur d'ouverture, je dirais, à l'autre, à cette souffrance humaine, et aussi à notre humanité partagée, au fond, pour dire d'une certaine manière. Voilà les mots qui me viennent quand je te dis ça. Et après, ça passe évidemment par différentes approches, l'application du processus,
différentes techniques spécifiques à la CNV, d'autres approches qu'on peut retrouver avec des similitudes ailleurs. Et puis l'utilisation voilà, de processus, comme beaucoup, on utilise beaucoup le jeu de rôle dans l'accompagnement avec la CNV. On utilise des approches sur la guérison des blessures. Et puis on utilise aussi des approches sur vraiment le ressenti corporel, qui sont très en lien avec la CNV, qui dans l'accompagnement individuel auquel je suis formé se marient très très bien et sont vraiment comme un soutien, une forme d'empathie corporelle très fine. Voilà. Merci, ça, c'est très intéressant. Il y a vraiment certaines choses qui me touchent particulièrement. Déjà, quand je t'entends exprimer ces quelques mots, je te vois vraiment incarner, vraiment faire résonner comme si tu faisais résonner, en tout cas de ma perception, à l'intérieur de ton corps ces mots-là que tu étais en train de dire, certains mots où je te voyais en train de fermer les yeux. Et il y a d'autres choses qui m'ont touché également, c'est que j'entends que c'est une approche aussi qui est dans la connaissance de soi, qui peut favoriser une meilleure connaissance de soi. Et c'est vrai que quand on souffre d'une pathologie chronique, on ne peut pas uniquement se résumer à sa maladie avec les contraintes de la maladie et qu'il y a aussi tout un champ, il y a le soi qui est là. Heu et donc ça prend en compte à la fois la souffrance et la contrainte de la souffrance et en même temps, toutes les ressources qu'il y a, c'est comme si c'était, une approche, très très ouverte en fait, très, c'est pour ça que je vois aussi beaucoup de liens avec, la pratique des pratiques d'attention qu'on peut avoir avec, la méditation de pleine conscience. Et justement, est-ce que ça te dit qu'on puisse matérialiser un petit outil, là tout de Tout à suite, fait, une tout à petite fait. expérience, hem qu'on pourrait, faire là tous les 2, que tu pourrais, heu, me faire par exemple à moi, j'en sais rien, une un petit guidage sur quelque chose, je ne sais pas, une expérience pour qu'on puisse ensuite Alors, le verbaliser. tout à fait, tout à fait. Je te remercie, Duncan, je vais te partager ça. Je voudrais juste peut-être la lire une définition qui est un peu classique de la CNV, qui est donnée par Marshall Rosenberg et qui est souvent rappelée par Isabelle Padovani aussi, avec qui j'ai pu avoir la chance de me former, et avec Hélène Domergue aussi, Tapollet, qui ont été mes deux formatrices et personnes pour moi sources, personnes inspirantes, référentes, auxquelles je me relie régulièrement. La communication non violente, c'est la combinaison d'un langage, d'une façon de penser, d'un savoir-faire en communication et de moyens d'influence qui servent mon désir de faire trois choses. Me libérer du conditionnement culturel qui est en désaccord avec la manière dont je veux vivre ma vie. Acquérir le pouvoir de me mettre en lien avec moi-même et autrui d'une façon qui permet au don du cœur de devenir naturel. Acquérir le pouvoir de créer des structures qui soutiennent cette façon de donner. Voilà. Marshall Rosenberg à Lausanne en septembre 2003. Voilà, je voulais partager ça aussi avant de commencer. Par rapport à la pratique, quand tu m'as proposé ça, je me suis dit qu'est-ce que je pourrais proposer. En fait, il m'est venu tout de suite quelque chose qui pour moi est vraiment inscrite dans mon expérience en tant que soignant, puisque je viens vraiment de ce milieu-là, et que je peux mesurer chez beaucoup de soignants et qui, à mon avis, était très présente pendant cette période en fait. C'est au fond comment les soignants prennent-ils soin d'eux-mêmes. Parce qu'il y a vraiment quelque chose où l'énergie peut être vraiment orientée vers l'autre. Oui. Et moi, j'aime bien rappeler aux soignants de prendre soin d'eux-mêmes, en fait. Voilà, je vois que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Le terme burn-out, hein, dans les années 60-70, ça a été initié tout d'abord sur l'observation, en fait, hein, du personnel de l'aide sociale et du personnel médical, qui était en grande difficulté, en grande souffrance. Et après, ce terme, c'est bien sûr les connaissances se sont élargies à ce sujet, et puis maintenant, ça touche bien d'autres sphères. Et ça montre quand même que voilà, ce sont des personnes qui sont à même de, qui ont besoin en fait de prendre soin d'elles-mêmes. Et on peut inclure là-dedans toutes les personnes qui sont dans la relation. On peut inclure les mères de famille, les pères de famille. On peut inclure toute personne qui est en lien en fait de soutien. Voilà. Et donc,
Il m'apparaît important, en fait, de distinguer 2 choses. C'est à partir de quel lieu, en fait, je suis dans le soutien à l'autre. À partir de quel espace, en fait, je vais rentrer dans le soutien à l'autre. Alors, ben, peut-être on peut juste fermer les yeux un instant et sentir ça. Alors, une pratique qui peut se faire dans l'instant, comme un petit shake-up, ou là, peut-être en différé, en laissant revenir une situation d'aide, peut-être, où on était en soutien avec quelqu'un. Très tranquillement, prendre quelques instants de respiration, revenir à une sensation du corps. Rien de particulier, si ce n'est justement placer notre attention d'une manière qui soit la plus bienveillante possible sur nous. Bienveillante, c'est-à-dire non pas sans jugement, mais en distinguant nos jugements de nos observations. Nous avons le droit d'avoir des jugements, mais n'allons pas chercher à lutter contre ces jugements. Nous les accueillons, nous les observons, nous les reconnaissons comme tels. Jugements, critiques, et reproches. Et peut-être pouvons-nous laisser venir cette situation dans laquelle nous étions en aide à quelqu'un, voir tout ce qu'il y a à voir dans cette situation, dans l'éveil de nos 5 sens. Écouter peut-être tout ce qui est présent, tout ce qui se dit. Peut-être également sentir ou goûter ces éléments qui sont significatifs pour nous. Peut-être ressentir ce qui se passe à l'intérieur. Sentir tout ce qui se passe au niveau du corps. Avec des critères très simples. Est-ce que dans mon corps, en cet instant, c'est plutôt ouvert ou c'est plutôt fermé? Est-ce que dans mon corps, c'est plutôt détendu ou est-ce que c'est plutôt crispé? Prendre le temps de contacter ces ressentis corporels. Peut-être on peut se poser une question, c'est comment dans mon cœur dans cette situation? C'est la réponse organique que nous cherchons à laisser émerger. Peut-être que nous pouvons nommer, si ça nous vient, le sentiment qui est présent, en prenant la responsabilité. Est-ce que c'est chez nous que ça se passe? Dans cet accueil bienveillant, en prenant le temps de ralentir, de respirer, de porter cette attention sur nous-mêmes dans l'instant présent, eh bien peut-être connecter, contacter cette nappe phréatique de mes besoins. Quel est le besoin que je cherche à satisfaire en cet instant? En étant en aide, en soutien à la personne qui est présente. Et sentons. Est-ce que ça vient d'un élan naturel de contribution qui, à partir de la compassion, cette conscience de la souffrance, d'élan à apaiser cette souffrance de l'autre, naturelle, spontanée, qui va passer par les qualités du cœur, par les qualités de la lucidité, par les qualités de l'action après. Dans le respect de mes limites, de l'instant. Limites tant physiques, énergétiques, psychiques, peut-être intellectuelles,
Je sens qu'il y a une saturation cognitive. Ou sent-on, est-ce que ça vient d'un autre espace qui serait peut-être le fait de souffrir de la souffrance de l'autre? Du coup, comme une obligation d'aller éteindre la souffrance chez l'autre pour calmer la souffrance chez moi. Aucun de ces deux espaces n'est ni bien ni mal. Et nous pouvons tous, à certains moments, connaître l'un ou l'autre. C'est juste avoir de la clarté sur dans quel espace je me situe quand j'aide. À partir de quel espace? Et si je sens peut-être que je suis dans ce second espace, qu'il y a quelque chose qui est comme une souffrance chez moi, et c'est peut-être le signe qui va se manifester dans le corps, d'une certaine manière. C'est peut-être le signe qu'il est urgent que je prenne soin de moi. Et observons alors peut-être la compulsion à éteindre la souffrance chez l'autre, à éteindre l'incendie chez l'autre. Observons aussi les conséquences de ce type d'attitude. Le non-respect peut-être de mes limites, le non-respect peut-être de celle de l'autre, puisqu'il est probable qu'on soit en exigence, une forme d'exigence sur l'autre pour que ça s'apaise au plus vite, pour quelque chose où on est dans l'urgence, et pas dans le respect du rythme du soin, et de la relation soignant-soigné, accompagnant-accompagné. Et peut-être que ça vient nourrir d'autres besoins aussi, comme l'estime de moi-même, la reconnaissance, ou d'autres. Et c'est ok, c'est juste qu'on ait de la clarté par rapport à ça. Et qu'on prenne la mesure aussi peut-être que, au fond, le mouvement qu'on va avoir à partir de chacun de ces deux espaces n'aura pas les mêmes conséquences sur la qualité de la relation et du coup sur la qualité du soin. C'est vraiment une invitation à la conscience, à la bienveillance. Quand j'agis à partir de ma manière naturelle de contribution, je suis dans l'espace de l'empathie, de la compassion. Je suis touché, mais je ne suis pas affecté. Je suis concerné parce que j'ai l'autre, mais je ne suis pas impliqué. Je reste chez moi. Je ne souffre pas de la souffrance de l'autre. Ne souffrant pas de la souffrance de l'autre, j'ai plus de ressources, plus de moyens pour être vraiment dans l'attention à ce qui est nécessaire pour l'autre pour aller mieux, pour aller vers le mieux-être, la guérison, le déploiement, dans le respect du rythme, des limites et des besoins de chacun. Quand je suis dans l'espace où je suis mu par la souffrance, ma propre souffrance, à ce moment-là, je suis affecté, je suis impliqué personnellement, je vais prendre les choses à cœur personnellement, je porte le soin. Ça peut mettre de la pression sur moi, sur l'autre. Ça peut créer des phénomènes de dette, comme une forme de toute puissance par moment aussi qui s'en dégage. Et dans une vision où l'autre n'a pas les ressources
pour s'en sortir. Donc au fond, c'est un mode qui est assez coûteux pour tout le monde. Voilà, tranquillement, prenons conscience de ces deux espaces. Bien sûr, c'est pas tout blanc, pas tout noir. Par moments, on peut être mu par un réel élan de contribution et en même temps être rattrapé par les conditions. On pense à tous ces soignants qui ont vécu des conditions de soins très très puissantes qui nous ont certainement amenés à dépasser par moments leurs limites. En même temps, revenons à cette clarté. Et à partir de là, nourrissons une intention. Quelle est mon intention à partir de maintenant? Qu'est-ce que je peux me demander? Ça peut être de faire un petit check-up régulier par jour, de savoir où j'en suis avec ça. C'est juste me trouver des moyens de rappel pour me rappeler en fait qu'il existe ces deux espaces. Et ça peut être simplement d'en mesurer les conséquences, sans aucun jugement, avec bienveillance. Est-ce que ça peut être de faire un petit check-up régulier, ou simplement quand je me sens stimulé par un accompagnement, une personne que j'accompagne, faire porter l'attention momentanément comme ça à l'intérieur, ou bien toute autre chose qui serait la bonne pour chacun d'entre nous. Voilà, et bien sûr, on peut pratiquer cette approche en différé, mais aussi dans l'instant, simplement se placer en attention, se poser des questions de conscience, comment je me sens là, de quoi j'ai besoin, un tas de quel espace j'agis, quelle est mon intention. Voilà, cette pratique. Merci beaucoup, Nicolas. C'était une expérience très intéressante, moi qui me touche très particulièrement. Tout le long, j'étais connecté au corps, à la respiration, à faire ce check-up que tu as invité de faire, tout en nourrissant une intention, une intention dans la relation à l'autre, tout le long. Et justement, à la fin, il y a eu une synthèse de ta part. Quelle est mon intention? Et ça m'a vraiment touché parce que c'était la pensée. Je trouvais ça rigolo parce que c'était la pensée que je me disais, ah tiens, ça nourrit encore plus mes intentions autour de ça, tout le long, en étant connecté au corps. Je trouve très intéressant parce que ça peut être à la fois proposer cette pratique-là à un soignant, mais aussi à un patient. Et qu'en prenant soin en fait des soignants, on est déjà en train de prendre soin de toute la souffrance chez les malades, chez les personnes qui souffrent aussi. Parce qu'il y a la croyance que le soignant, il n'est pas humain, il est le savoir technique, il ne peut pas être malade, il ne peut pas être un humain qui souffre. Pourtant, ce qui se passe, c'est que c'est deux entités vulnérables qui se rencontrent. La relation soignant-soigné. Et c'est vraiment très doux de pouvoir, et très important, selon moi, de pouvoir aller vers le prendre soin de soi pour prendre soin de l'autre. C'est, en fait, quand on dirige l'attention vers soi, on est déjà en train de diriger l'attention vers l'autre. Je trouve ça très intéressant. Je te remercie de partager ça, Duncan. Il y a, ce que je constate aussi, c'est qu'il y a comme tout un des croyances en fait qui font que il faut porter l'attention vers l'autre, c'est égoïste de porter l'attention vers soi, alors qu'au fond, et du coup qui nous permettent pas forcément de faire ce mouvement-là,
Alors qu'au fond, faire ce mouvement de prendre soin de soi, c'est vraiment ce qui permet de prendre soin de l'autre au mieux, en fait. Alors qu'on soit dans un métier de soignant, ou qu'on soit dans, je dirais, dans n'importe quelle relation, et là pour le coup pour tout le monde, en fait, au fond. Voilà, je mets beaucoup d'attention en ce moment, moi, là-dessus, personnellement, dans ma vie. C'est un long chemin de déconditionnement. Parce que je peux être évidemment, comme beaucoup de gens, repris par l'aspect du sauveur par moment. Voilà. En tout cas, ça me touche que tu sois réceptif à ça et que ben, j'espère que ça pourra contribuer un petit peu pour quelques personnes. Voilà. Et si je puis me permettre, j'ai même, alors ça c'est de l'intellectualisation peut-être, mais en tout cas ça peut être tout à fait du concret, c'est que cette attention à la vulnérabilité en soi et aux ressources aussi à la fois, hein, parce que c'est interconnecté, vulnérabilité et ressources, c'est directement connecté. Cette attention qui nous permet de nous connecter véritablement à l'autre, de façon authentique aux besoins de l'autre, et on est déjà en train de se projeter vers du collectif. C'est-à-dire que c'est comme si c'était un premier appui pour aller vers le collectif, vers la solidarité. Et c'est très intéressant ça, parce que ça peut même aller jusqu'au politique. C'est-à-dire que, par exemple, certains philosophes grecs anciens disent qu'il y avait le souci de soi pour aller vers le souci de l'autre. Pour pouvoir aller vers l'action politique et être un politicien, il était essentiel de passer par un souci de soi dans un premier temps. Et ça a été repris beaucoup aussi par Michel Foucault au XXe siècle, ça. C'est que le souci de soi et le souci de l'autre, c'est interconnecté finalement. Bon, c'est juste une réflexion pour aller vers ceux qui aiment un peu plus aller vers la réflexion philosophique, vers l'action concrète citoyenne. C'est que concrètement, contacter sa vulnérabilité pour aller vers l'autre, on est déjà vers un chemin de solidarité et d'action collective probable. Donc c'est très beau de pouvoir faire ça. C'est aussi une vraie justice dans la cité du citoyen, un désir de recherche de justice aussi. Donc c'est magnifique. Enfin, c'est mon point de vue qui part peut-être un peu mais j'adore ça aussi, hein, donc je me permets. Je te remercie et du coup, je te remercie d'ouvrir sur cette dimension-là, Duncan. Et ça complète tout à fait. Et j'y vois tout à fait, enfin un complément en lien, évidemment. Oui, c'est-à-dire que reconnaître son humanité, accueillir, reconnaître son humanité, euh, l'apprivoiser, parce que ça peut demander un petit peu d'apprivoisement, bah, c'est aussi le chemin pour reconnaître, apprivoiser l'humanité de l'autre. Et donc de contribuer à quelque chose où il y a plus de conscience, du prendre soin de l'ensemble, en fait, du prendre soin des besoins de l'ensemble, dans cette idée d'interdépendance, d'interconnexion, dont on a bien vu avec cette histoire de virus et toutes les conséquences que ça a eu en cascade, que l'interconnexion, elle est là. L'interdépendance, hein, si on prend les deux termes issus plutôt de la pleine conscience, l'interdépendance, elle est tellement évidente à ce moment-là, et ce besoin de lien entre chaque être humain, en fait, du prendre soin collectif, incluant non pas simplement évidemment les êtres humains, incluant le vivant dans son ensemble, incluant l'environnement, mais enfin, voilà, vraiment incluant le vivant dans son environnement, enfin, dans son ensemble. Voilà. Je trouve magnifique comme synthèse de de cette interview, inclure le vivant dans son ensemble. Je trouve ça ça me parle beaucoup, ça me touche beaucoup. Mm. Et justement, on arrive à la fin de cette magnifique interview, de ce petit chemin qu'on a parcouru ensemble dans un premier temps où tu as pu te présenter, puis ensuite présenter un petit peu la communication non violente, les liens avec la thérapie, un petit outil qu'on a expérimenté ensemble, la verbalisation que j'ai pu faire, et puis ensuite le lien avec l'action globale, etc. On va faire un petit jeu pour conclure cet entretien, si tu veux bien. Allez. Jeu. Euh, et chacun, on va se le faire à l'autre. C'est
Ça s'appelle le portrait chinois. C'est assez classique. Si cet entretien était pour toi, et c'est moi qui impose la chose. Donc ça peut être soit une musique, soit un film, soit un paysage, soit un sentiment, soit un fruit, soit peu importe. Et tu peux commencer si tu as envie, je peux commencer aussi. Si cet entretien qu'on vient de passer ensemble était pour toi... Alors moi, je suis diététicien, donc ça m'intéresse l'alimentation. Je sens que ça va être goûtu. Oui, bah, voilà. Si cet entretien était pour toi un fruit, qu'est-ce que serait ce fruit? Une pomme. Une pomme. Une pomme, parce que, alors pour plusieurs raisons, une pomme, ouais, une pomme. Euh, il se trouve que j'ai entendu la chanteuse Pomme ce week-end qui a été très très influente. Donc il parlait, il y a une chanson sur la vue qui touchait, qui parlait, c'est beaucoup écho à la vulnérabilité aussi, qu'elle chantait en duo, tel un seul homme. Voilà. J'ai beaucoup apprécié ce week-end qui m'a beaucoup influencé et inspiré. Donc une pomme, je dirais, voilà. Merci. Et donc vas-y, tu peux me le faire à moi et tu es libre de pouvoir me challenger sur, par exemple, un objet, sur une musique, sur un livre, une peinture, un paysage, peu importe. Si Si c'est c'était un paysage, Duncan, ça serait quoi pour toi là? un paysage. Alors je vois plutôt un horizon et que sur cet horizon, c'est un coucher de soleil ou un lever de soleil. Et on aurait, euh, dans ce regard vers l'horizon, on verrait un paysage à la fois de plaine, à la fois de forêt, à la fois de ville, à la fois de montagne, à la fois de désert, comme s'il y avait un peu de tout en fait qui était dans ce regard un peu qu'on ouvrait, un peu de tout. Et c'est un peu ce que je trouve, ce qui s'est passé dans cette interview et ce que tu as pu proposer dans toute ta bienveillance, c'est que bah, voilà, la communication non violente, les approches d'attention, c'est aussi pointer l'attention sur le tout aussi, tout ce qui est là. Et c'est ce qui me vient là tout de suite. C'est ce qui m'a le plus touché dans, aussi euh, dans ce que tu nous as décrit. Ah. Merci en tout cas. Merci Merci Duncan. infiniment, Nicolas. Je te souhaite une très très bonne continuation. Peut-être que tu as envie de dire un petit mot de fin. Oui, bah, ce qui me vient, je te remercie de le proposer. Ce qui me vient là, c'est de la gratitude, de la joie, enfin, comme quelque chose qui est pétillant à l'intérieur. Je vois que ça nourrit mon élan de contribution et de partage. Voilà, d'amitié aussi. Voilà. Ouais, j'espère que ça pourra soutenir quelques personnes qui pourront regarder ça. Et voilà, merci de cet échange et de ce partage. Et gratitude aussi pour les deux personnes sources, enfin, plus il y en a d'autres évidemment, hein, qui m'ont enseigné cet accompagnement individuel par la communication non violente. J'ai beaucoup, beaucoup de gratitude pour elles. Je la recite hein, par respect. Donc Isabelle Padovani et Hélène de Merctapolet. Il y en a d'autres aussi. Elles sont toutes associées dans mon cœur, mais vraiment, c'est deux personnes sources pour moi. Voilà. Merci de ça. Merci infiniment, Nicolas. Très bonne continuation. Salut. À bientôt. Au revoir. Ciao. Merci, Duncan.